Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission avec notre invité. Nous allons nous faire une idée de la santé de notre agriculture depuis 2016. Nous verrons avec lui les différentes réformes qui sont mises en œuvre et leurs résultats sur le terrain. Notre invité, Dr Balogun Ibrahima, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes ingénieur agronome de formation, enseignant-chercheur à l'Université nationale d'agriculture du Bénin, conseiller technique à l'agriculture du président de l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi un homme politique à ce titre. Vous êtes le premier adjoint au maire de la commune de Pobet, deuxième conseiller de la commission technique agriculture, économie et finances du parti Bloc républicain, ce qui fait de vous aussi membre du bureau politique du Bloc républicain. Merci d'être avec nous dans cette émission et pour l'animer, je suis avec William Cliquant. William Cliquant, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Docteur Ibrahima Balogun, bonsoir. Bonsoir cher ami. Merci d'être dans nos murs sur Canal 3 Bénin pour parler agriculture, un secteur que vous maîtrisez assez. Déjà, parlez-nous du Bénin que la rupture est venue trouver du point de vue agricole. À quoi ressemblait ce pays, les superficies emblavées, les cultures promues, les filières rentables? Dites-nous tout. Merci beaucoup, chers amis journalistes. D'entrée, il faut quand même qu'on puisse profiter de cette occasion pour présenter les meilleurs vœux de 2025 à toute la nation béninoise, commençant par le chef de l'État, le président de la République, le président de l'Assemblée également, la vice-présidente, le ministre d'État Abdoulaye Biochane, qui est le président national du parti Bloc républicain, avec tous les autres camarades, membres du bureau politique du Bloc républicain, sans oublier vous également, chers journalistes, et les autres membres de l'équipe de Canal 3, chère population. Je crois que cette année qui commence soit une bonne année pour nous, une année de grande réalisation, une année d'épanouissement pour chacun de tous. Merci. Merci également. Donc revenant à votre question, je pense que en tout cas avant 2016, il faut reconnaître que nous avons une agriculture béninoise qui ne se porte pas très bien. Il y avait des Vous actions. le dites parce que c'est la politique. Non, ce n'est pas la politique. C'était vraiment le cas. Je suis du domaine. Je sais de quoi je parle. Je vais te donner quelques informations encore. Et vous savez, ce qui se passait, c'était une agriculture politique et non une politique agricole. J'ai toujours l'habitude de dire au cours, au niveau de mes étudiants, quand on dit la politique agricole, c'est normalement l'État qui définit les orientations, la vision, et les techniciens maintenant sont là pour mettre ça en œuvre. Dans le passé, ce qui se passait, c'était l'agriculture politique où l'État elle-même définit ses priorités et l'État également continue par vulgariser ou mettre en œuvre ces actions, ce qui n'est pas bien. Donc ça veut dire que nous avons une vision qui n'est pas une vision qui soit partagée ou acceptée par les techniciens ou les acteurs du domaine. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle la planification. Les activités que nous devons mener devaient se faire selon une planification donnée. Parce que quand on a une vision sans la planification, on ne peut pas avoir de résultats. Il est vrai, nous voyons ce qui se passait, la mécanisation agricole de gauche à droite dans le temps et avec les structures qui étaient budgétivores. Il faut reconnaître ça. Les structures qui étaient au niveau de... Quand on parle de l'ONS qui était là, l'ONS était là, l'Office national de soutien aux producteurs, qui devait être fondu par une autre. Ça a été revu par la nouvelle mandature qui est en cours là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour vous dire effectivement que l'agriculture au niveau du Bénin ne se portait pas très bien parce que c'était sans vision. Donc, le Bénin est né en 2016? Non, ce qui se passait, c'est la vraie réalité. Parce que nous avons des potentialités au niveau du Bénin. Ces potentialités n'étaient pas du tout prises en compte dans ce qui se passait avant. Je disais également, nous avons toujours dit, en tant qu'agronome, que nous devons penser à régionaliser l'agriculture. Ça, là, c'est depuis 2007, 2008, voire 2011, que nous avons même fait des conférences pour ça. Et il faut finir avec l'investissement partout. La rupture n'a pas inventé ça. Nous avons connu le palmier à huile sous la révolution marxiste-léniniste. Nous avons connu des spéculations comme le coton qui était dans certaines régions du Bénin. Il y en a même qu'on a appelé grenier du Bénin. Il y en a qu'on a appelé premier producteur. Oui. Talon n'a pas amené ça, non? Oui, je n'ai pas dit qu'il a créé encore
une nouvelle filière qu'on appelle palmier à huile, mais il a fait une restructuration de cette filière. Et quand on parle de la régionalisation dont nous parlons, ça permet de mutualiser les ressources. Quand nous avons 1 milliard, par exemple, à investir sur une filière, ça ne serait plus à répartir dans toutes les régions. Vous voyez, ça sera concentré au niveau d'une seule structure. Même si tu es dans une zone de production de la filière, tant que ce n'est pas le pôle de développement qui s'occupe de cette filière prioritaire, c'est ce pôle qui est ailleurs, qui va s'occuper de ce que tu fais. Ce qui veut dire qu'on ne jette plus l'argent en désordre comme ce qui se faisait avant. Donc il y a une nuance par rapport à ça. Donc ce n'est pas qu'on a créé de nouvelles choses, mais on a revu par l'intelligentsia et la vision de faire du pays un... Selon vous, cela s'explique par un défaut de vision dans le secteur? Défaut de vision et manque de planification. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à valoriser les potentialités agricoles du Bénin. Quelle est la planification qu'il y a eu de 2016 à aujourd'hui, qui est pour vous, comparativement aux autres, meilleure et qui fait aujourd'hui de l'agriculture béninoise ce qu'elle est? Et là, parlez-nous de chiffres, parlez-nous de données probantes. Ok, merci beaucoup. Je pense que quand le président Patrice Talon était arrivé au pouvoir, la première chose, c'est la vision, qui est de faire alors du Bénin un pays qui est phare du point de vue agricole, pour valoriser mieux les potentialités agricoles. Ce qui nous amène à faire quoi? À améliorer la productivité agricole, à améliorer le revenu des producteurs, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Quand nous prenons ces 3 éléments, c'est déjà suffisant. La productivité, le revenu, la sécurité alimentaire. Est-ce que cette vision est partagée par vous, les techniciens? Oui, c'est ça que je viens. Quand il a pensé à ça, en même temps, il a mis en place une équipe. Et c'est l'équipe des techniciens qui a mieux situé ce qu'il doit faire. Quelles sont les réformes à mener, les actions à faire pour pouvoir atteindre cette vision? Et c'est ça que nous disions avant. Ça devient la politique agricole. Donc les techniciens ont dit alors qu'il faut faire des réformes du point de vue institutionnel. D'accord. Institutionnel, ça veut dire quoi? Il faut revoir le cadre réglementaire. Donc s'il y a des lois, les décrets et autres, et surtout les cadres d'alors ont été revus. Et vous avez vu, on est passé maintenant au pôle de développement agricole. Ce que je prenais en compte, ce que j'avais dit au départ, que depuis 2007-2008, nous, agronomes, on disait ça. Donc la régionalisation, c'est-à-dire qu'il faut confier les filières prioritaires à chaque région. Donc on prend encore les zones agroécologiques et en même temps les régions par rapport à ces filières-là. Par exemple, je prends le pôle qui est au niveau de Malanville. Malanville, carrément, c'est le pôle 1. La chose qui est là-bas, c'est le riz avec d'autres cultures maraîchères, avec les cultures maraîchères. Quand quelqu'un fait le riz au niveau de la vallée de Lemay, par exemple, il est vrai que la cellule communale qui est là, avec la TDA qui s'occupe de ça, vont s'occuper de l'aider à collecter les informations. Mais le vrai financement est au niveau de Malanville. Donc ça permet de mutualiser les ressources. Mais c'est une perte pour celui qui est dans la vallée, parce qu'on sait que la vallée est propice aussi à la culture. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas encadré. Je dis bien, il y a encore les 7 agences créées. Oui, mais la TDA ne va pas penser à lui. Il y a les DDAP, les directions départementales de l'agriculture et de l'élevage. On a 12 départements. Quand on voit ces 12 départements, chaque département a une direction départementale. Donc, c'est vrai que quand on regarde encore les 2 rôles, chacun est dans son rôle. Il y a les cellules communales avec l'agence qui s'occupe de les filières à développer, alors que les autres maintenant vont s'occuper maintenant de l'organisation des OP. Et en même temps, les qualités, normes, normalisation des produits agricoles. Donc, s'ils sont ici, ils n'ont pas de financement, ne veut pas dire qu'ils ne coordonnent pas. Mais le seul financement est au niveau de l'agence qui a la priorité pour cette filière. Est-ce à dire que la présidence a pris le financement de l'agriculture et que les cadres des ministères sont là juste dans l'information et dans l'orientation des populations? Quand je vois le schéma que vous faites, les ATDA qui sont agences, directeur général, tout ce que vous savez autour, et les directions départementales que je vois très peu d'ailleurs sur le terrain. Est-ce que c'est ce qu'on comprend du schéma que vous décidez? Donc, et que c'est ça qui est bon? Les DDAP sont très présentes sur le terrain. Parce qu'on parle de l'encadrement des producteurs, c'est à 2 niveaux. Il y a l'appui, suivi, conseil. Donc, l'appui, suivi, conseil, tout ça se fait. Et quand je parle de les OP qui veulent s'organiser, qui veulent se constituer, c'est là les DDAP qui vont les aider à se formaliser.
et en même temps à la qualité et la nomination des produits. Les autres, maintenant, on a une filière, par exemple, le palmier à huile, qui est au niveau du pôle 6, qui est basé dans le plateau, précisément à Pobet. Nous avons encore un centre de recherche, KPP, qui est sous l'INRAB, qui est également à Pobet. Donc, le travail se fait pour pouvoir maintenant accompagner les pépiniéristes, produire les plants de qualité, et il y a plus de 25 000 hectares qui ont été encore emblavés en plus de ce qui se faisait. Et ces plants ont été subventionnés également. Si vous avez par exemple des moyens pour acheter pour un hectare, il faut 300, il faut 150 plants. Si vous avez déjà payé pour un hectare, on vous donne encore un hectare en plus comme subvention et vous êtes accompagné, suivi par ces structures-là. Ça fait que la production s'améliore. Est-ce que vous voyez? Donc ce qui se fait aujourd'hui, c'est ça. Et il y a encore le fonds, le FNDA. On y reviendra dans un instant pour parler, quand on va aborder l'aspect du financement de l'agriculture. Alors, quand on a décidé de réorganiser le secteur du point de vue institutionnel, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oui, à part ce que nous avons fait du point de vue institutionnel, il y a également le développement des filières même. Comment les filières ont été développées? C'est de ça qu'il s'agit. Déjà, qu'est-ce qu'on a fait de celles qui existaient par le passé? Nous savons qu'on parlait beaucoup plus de coton par le Exactement. passé. Le coton, rien que le coton. Actuellement, il y a ce qu'on appelle la diversification des produits agricoles. Les filières ont été diversifiées. Le coton était encore plus amélioré que ce que se faisait avant. Qu'est-ce que vous fait dire ça? Oui, nous avons les chiffres. Par exemple, depuis 2018, c'est le Bénin qui occupe la première place. À partir de plus de 700 000 tonnes de produits de coton. On a perdu au classement récemment. Oui, je pourrais dire qu'on a maintenu encore jusqu'en 2022-2023. Donc si on a perdu récemment, il y a quelques soucis. Le Mali a caracolé en 2023. Oui, si mais le problème sera encore, parce que la vision est toujours là. Nous allons continuer par améliorer les techniques de production agricole. À qui profitent ces gros chiffres du coton béninois? C'est pour Les l'État. producteurs, les taxes pour l'État ou de gros maillons de la chaîne de production du coton? C'est tous les acteurs. Quand on parle acteurs, il faut, au niveau de la filière coton, il y a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle d'abord les producteurs, il y a les transformateurs, les transporteurs, il y a ceux qui font aussi au niveau de l'usine pour pouvoir... Les égreneurs. Il y a les importateurs d'intrants. Quand on parle d'intrants, il y a la semence qui est d'abord subventionnée, il y a les engrais, il y a les pesticides. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous prenez tous ces maillons-là... Les parents de Banikwara vivent mieux du coton aujourd'hui, vous pensez? Ah oui, il y a encore des preuves là. Vous savez même qu'à Banikwara, ils sont même très arrogants par rapport au coton. Depuis toujours. Mais ils ont reconnu. Parce qu'il y a même une tournée qui est en cours, ça a démarré à Penonko, où la Chambre nationale d'agriculture elle-même a initié la tournée pour évaluer les réformes par les acteurs eux-mêmes. Et c'est à Penonko qu'ils ont fait ça en décembre, qu'ils ont lancé. On attend le rapport, parce qu'ils ont dit que le rapport sera déposé au chef de l'État par rapport aux corrections. Mais ils ont déjà reconnu les grands efforts. Parce que quand on veut transporter aussi le coton, il n'y a pas de voie, c'est un problème. Donc tout ça là, il y a d'abord les producteurs qui sont les premiers bénéficiaires. Parce que la subvention, avec le respect des techniques de production... À combien vend-on le kilogramme de coton aujourd'hui dans les champs? Comparativement au passé, aux chiffres, est-ce que on se fait un peu plus d'argent quand on est producteur de coton maintenant, ou c'est l'État qui s'enrichit, ou d'autres gros bonnets? Je vous dis que le producteur également gagne. Parce que l'accompagnement qui se fait au niveau des producteurs... Vous savez, on insiste sur le producteur parce que pendant longtemps, on a le coton, on a les bons chiffres, mais finalement, le producteur, il se retrouve sans rien. Mais quand vous le dites comme ça... C'est très pénible pour eux. Avez... Aujourd'hui, comment, si le producteur se porte mieux qu'hier, comment cela s'explique? Est-ce que c'est le revenu qui a augmenté? Comment on l'a aidé pour qu'aujourd'hui, il se porte mieux dans le coton? C'est ça. On a aidé d'abord au niveau des techniques de production. D'accord. Technique de production, c'est qu'il faut gérer bien le sol et améliorer ta productivité. Et l'accompagnement, l'assistance à travers l'accès aux intrants. Les intrants maintenant ne sont plus qu'avant. C'est vrai qu'avant, il y avait bradage également. Les producteurs qui faisaient du bradage avant, on vous subventionne parce que le problème c'est quoi? Quand on te subventionne, c'est à prélever de tes frais après. Le producteur n'arrive pas à l'utiliser.
dans son champ. S'il n'y a pas un accompagnement, il va l'utiliser, il va le brader. Il va le vendre à moins de prix. Et après, il va dire que sa position n'a pas donné et il va s'endetter. Mais ce n'est pas comme ça maintenant. Allez voir, tout endettement, ce n'est plus comme avant. Et les producteurs de coton, et d'ailleurs, c'est eux qui sont aujourd'hui les plus heureux parce qu'ils sont mieux accompagnés et le revenu est amélioré. Tant que ne faites pas le bradage pour ses intrants, il utilise exactement au niveau de sa production, ça va mettre son revenu. Donc, sinon, qu'est-ce que vous faites dire que le producteur se plaint? Le producteur ne se plaint pas. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas écouter ce que les gens disent. C'est ça qui est important pour nous. Vos discours très institutionnels, on écoute les populations. Elles nous écrivent sur les médias sociaux. Elles sont les parents. Les opposants et non les producteurs. Les opposants aussi sont des béninois. Les citoyens de la Chine. Si un opposant ne fait pas de la production, il ne peut pas qualifier ou apprécier. Moi, je suis producteur. Moi, je suis agronome, je suis producteur. C'est un béninois, celui qui dit que si tant que ces informations sont fausses, donnez-nous les chiffres qui disent le contraire et non pensez que parce qu'ils sont d'une couleur politique ou non, ils n'ont pas le droit de penser qu'une chose va bien ou mal. Mais le rendement, aujourd'hui, avant, on était autour d'une tonne 2. Aujourd'hui, le rendement s'est amélioré. Il y a d'autres qui sont allés jusqu'à 2,3 tonnes, 2,5 tonnes de coton. Ça là, c'est quoi? Quand on dit le rendement s'améliore par rapport à la vision, c'est par rapport à ce que nous mettons d'abord, les intrants. L'input avant le output. Donc les techniques de production, quand c'est amélioré, c'est normal que nous avancions au niveau de production. Maintenant, quand on parle le prix de cession, vous avez posé la question avant, c'est lié à la qualité. Il y a le premier choix et le deuxième choix. Quand il y a de bonne qualité, tu n'as pas du tout mélangé ton coton avec de n'importe quoi, parce que la qualité même déjà identifiée à travers les agents de qualité, compte de qualité, là, ton prix est meilleur. Ça peut aller jusqu'à un peu moins de 300 le kilo, comparativement à l'autre qui peut être autour de 200 et quelques le kilo. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, le producteur se sent très mieux aujourd'hui par rapport surtout le rendement. Quand on dit le rendement, c'est-à-dire qu'on s'assure que les intrants qu'il prend, parce que ça doit être comptabilisé dans son argent. Il l'utilise à bon efficient. On parle de bonnes pratiques agricoles. Par le passé, on entendait assez souvent le coton. Aujourd'hui, à côté du coton, nous avons le soja, l'anacade, l'ananas, qui est devenu un produit d'exportation. Alors, quelle est la vision derrière la diversification des filières? Merci beaucoup. C'est ce que je disais au début, que le fait de tenir compte de la régionalisation, il faut tenir compte de la régionalisation des filières, c'est ça même qui est important. Ça permet de diversifier les filières agricoles. Le Bénin, du point de vue exportation, on n'est plus seulement au niveau du coton. Il y a l'anacade, il y a l'ananas et autres. Et ce qui est plus important également, c'est la valeur ajoutée, du point de vue de transformation. Si nous devons transformer, ça veut dire qu'il faut tenir compte de ce que nous pouvons vendre autrement. Donc aujourd'hui, le palmier à huile également, que vous savez bien, qu'il y en a déjà parlé tout à l'heure, il y a d'accompagnement. L'anacade, de nos jours, l'anacade fait partie des meilleurs produits d'exportation du point de vue noir. Et on valorise également la pomme de cajou pour les transformer en jus de pomme cajou. Et il y a les noix également, à part ce qui est exporté, il y a aussi ce qui est transporté pour avoir les noix de qualité. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça, c'est des accompagnements de la diversification. Et quand nous prenons tout ça, le riz, aujourd'hui, au niveau de la vallée et autres, il y a un meilleur accompagnement. Et la filière riz, vous voyez, on mange du riz localement produit au Bénin. Il y a tout ça aussi. On mangeait du riz béninois. On mangeait du riz béninois. Mais ce qui est important maintenant, c'est comment on arrive à faire le tuvage, comment on arrive à améliorer ce que nous mangeons. Qu'est-ce qui a changé? Nous, on voit les mêmes riz, on les voit gonfler à la même quantité dans nos marmites. On voit notre riz qui n'est pas comparable au riz qui nous vient d'ailleurs. Ça n'a pas changé. Ça a changé. De quel point de vue? Quand on peut mettre de la qualité de délice là, par exemple, le riz délice, qui est le riz qui est produit au Bénin, qui est parfumé naturellement. Quand vous respectez la cuisson, il n'y a pas beaucoup d'eau, vous allez sentir que, comme vous avez mangé des riz importés des autres pays. Ce qui a encore marché au niveau de ça, c'est que l'irrigation
il y a l'aménagement de 1000 hectares à plus de 12 000 hectares ont été aménagés pour sa production de riz là. Ça, ouais, de 1000 qu'on a trouvé, on est allé jusqu'à 12 000 de nos jours, en 8 ans, moins de 10 ans. Ce qui veut dire qu'il y a encore d'espoir pour aller encore plus loin par rapport à ça. Quand on a lancé cette filière, il y a forcément des acteurs qu'on a mobilisés au niveau de chaque filière. Comment l'État s'assure de l'organisation des acteurs pour que chaque année, on puisse produire davantage? Oui, je vais encore rapidement parler de la filière œufs. Vous avez vu qu'avant, c'était l'importation, les produits venus du Nigeria, de mauvaise qualité. Le gouvernement a pris l'initiative, il a accompagné les éleveurs. Et avant, on pouvait même voir ce qui est produit au Bénin, laisser et payer l'autre qui est venu du Nigeria, parce que c'était à moins de prix, mais mauvaise qualité. Mais depuis qu'on a fait l'interdiction formelle de l'importation de ces œufs au niveau du Bénin, les éleveurs du Bénin commencent par avoir des revenus améliorés. Je ne sais pas si vous êtes informés par rapport à ça. Ça, c'est encore un actif de ce gouvernement par rapport à ce secteur agricole. Et ils sont aussi organisés. Nous, on achète l'œuf toujours à 100 francs. Oui. Comment leur revenu est amélioré? Mais les plateaux d'œufs sont demeurés... Pour eux, avant, eux n'étaient pas achetés. C'était ceux qui venaient du Nigeria qui faisaient la compétition par rapport à leurs œufs produits au Bénin. Est-ce que c'est parce que ça venait du Nigeria que c'était de mauvaise qualité? Ça venait du Nigeria, non. On a apprécié, on a fait le test. Parce que ça passait par, effectivement, les frontières ou ailleurs, les voies que vous connaissez là. Mais la qualité n'était pas bonne. Ça a été évalué. Et c'est même les acteurs eux-mêmes qui sont organisés pour accompagner la vision du gouvernement. Et c'est même eux, avec la DDAP, qui sont mis au niveau des frontières pour bloquer. Ils ont détruit les œufs. Des camions des œufs transportés venus du Nigeria ont été détruits. Vous n'avez pas vu ça? Donc tout ça là, il faut questionner également la base. Et c'est pourquoi on dit même que les producteurs eux-mêmes sont en train de faire l'évaluation. Ça, c'est une auto-évaluation. Les acteurs à la base, pour éviter les critiques non fondées des autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Maintenant, vous parlez de l'organisation. Comment les filières s'organisent? Prenons le palmier à huile. Le palmier à huile, au départ, c'est les pépiniéristes et d'autres pépiniéristes agréés et d'autres qui ne sont pas agréés qui produisent les plants. Comme pas de palmiers sélectionnés. La seule structure au Bénin qui peut fournir les graines germées pour la semence, pour les plants sélectionnés, c'est le KPP qui est basé à Pobet. Mais les gens trichent. Quand ils arrivent à trouver une partie de ces graines-là, ils multiplient comme ils veulent et distribuent. C'est ça qui se faisait avant. Mais maintenant, il y a les normes. Ces pépiniéristes agréés ont été accompagnés. Ils produisent des plants. Et ces plants maintenant sont vendus et encore subventionnés par vous-même. Si vous voulez avoir des hectares de plants de palmiers à huile, il suffit de dire que voilà la zone de production qui est dans le plateau, par exemple, pour Baie et autres. Et si je suis à Zinvier, où mes parents de là-bas aiment beaucoup le palmier à huile, parce que je ne suis pas dans la TDA 6, je suis dans la TDA 7, je n'ai pas droit au palmier à huile. Si, il y a les gens qui arrivent à produire ces zones. Parce que les pépiniéristes sont identifiés partout, même dans le zoo. Au niveau de Wehi et autres, il y a des pépiniéristes. Donc, ceux-là, maintenant, quand on a le point de commande par rapport à ceux qui veulent avoir des subventions, qui vont s'organiser au niveau de la TDA. Mais vous ne les financez pas. Les ATDA ne les financent pas. Non, j'ai dit que la TDA maintenant accompagne. Parce que ceux qui vont s'organiser au niveau de la TDA 7, ça sera centralisé au niveau de 6. C'est pourquoi il dit qu'il y a une coordination. Est-ce que cela est effectif? C'est effectif. Est-ce que mon parent à Djohou peut bénéficier de l'accompagnement de la TDA 1 à Karibama, à Malanville? Est-ce que c'est effectif? Oui. Par quelle magie? Nous avons même accompagné les producteurs du riz à travers CCRB, le cadre de consultation des agriculteurs du Bénin. Ils m'ont invité également à leur atelier. Et le représentant de la TDA de Malanville était là, avec celui d'ici. Et la collaboration a été bien expliquée et commode. Il y a le chef de programme de Malanville qui précise le dispositif. Et celui de la vallée, par exemple au niveau de Adjon, a pris la parole, il a dit effectivement, voilà les statistiques,
et collaborer, le mot de collaboration. Tout le monde a vu clairement. Mais si on ne vous dit pas, vous allez même croire que c'est ceux d'Adjon qui gèrent. Parce que moi, je suis un peu du domaine que je donne des précisions là. Si on ne vous dit pas, vous allez même croire que c'est ceux d'Adjon qui gèrent. Alors qu'en réalité, c'est géré par Malanville, mais avec la coordination. Avec cela, l'écart, oui, les nombreuses crises, à quoi ressemble le palmier à huile finalement aujourd'hui? Je ne vois plus Gaston de Souy tout le temps sur le terrain maintenant. À quoi ressemble le palmier à huile béninois? Côté rendement, plus-value pour les producteurs. Oui, le palmier à huile au niveau du Bénin, vous allez voir même que la qualité de l'huile qui a été transformée. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'huile qui est transformée également. Il y a l'accompagnement également qui est fait au niveau des micro-entreprises de transformation à travers les équipements de transformation pour pouvoir améliorer les capacités de transformation. Est-ce que vous voyez? Il y a également l'amélioration du rendement. Le rendement qui s'est amélioré de nos jours au niveau du palmier à huile. Quels sont les chiffres de la production? Nous avons les chiffres. J'avais dit au départ que, du point de vue en bravure, il y a d'augmentation de 25 000 hectares. Ça fait premièrement. Deuxièmement, c'est la qualité des fruits que nous avons aujourd'hui. Et n'importe quel producteur qui s'enregistre, qui a des graines germées de qualité. Parce que ce qui se passe, c'est les gens, après 3-4 ans, qui vont se plaindre. S'ils ont mal choisi, ils ont payé des plants qui ne sont pas de qualité, après 3-4 ans, ils vont se rendre compte que la production est mauvaise. Il ne faut pas attendre à ce niveau. C'est pourquoi c'est à l'avant-guerre. Donc c'est un amont que le contrôle est fait. Si le contrôle est fait en amont, pour qu'on puisse voir quels sont les plants qui ont été fournis. Il dit pour un hectare, il faut 150 plants. Est-ce que c'est de qualité? Si ce n'est pas de qualité, tu emblaves ça, à l'arrivée, tu vas trouver que tu as perdu ton temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, le rendement s'est amélioré. Aujourd'hui, jusqu'à plus de 40% par rapport à nos zones de production. Moi, je suis dedans encore, au niveau du plateau, au niveau de Pobet. Je suis producteur de palmiers à huile. J'ai des champs pour ça. C'est pourquoi je vous invite également que vous pouvez avoir des domaines. Merci par rapport à ça. Nos terres sont dans les ateliers. Je voudrais qu'on marque un arrêt pour davantage expliquer cet aspect à notre public. Mon collègue incitait là-dessus. Nous avons compris que le gouvernement a fait l'option de, comment on dit, de sélectionner chaque filière au niveau de chaque région. Vous avez parlé des ATDA. Notre préoccupation, c'est que si un producteur est dans un environnement donné et que ce qu'il produit ne révèle pas de la compétence de l'agence qui est là, est-ce qu'au moins ce producteur il est pris en compte dans un filet en termes de financement, de suivi? Est-ce qu'à un moment donné sur le terrain, on ne se dit pas, bon, cette agence ne s'occupe pas de telle filière, par conséquent, le producteur qui est béninois, qui produit une autre culture, est délaissé? Ok, je comprends bien la préoccupation. Voilà, c'est ça la préoccupation. Non, il y a d'abord le financement. À part le financement, est-ce que le producteur est pris en compte par rapport à la filière? Oui. Quand on parle de l'ATDA, l'ATDA s'occupe des filières prioritaires. Définies par l'État. Définies par l'État. Comme le palmier a eu le maïs, par exemple, au niveau du pôle 6. Ça ne veut pas dire que d'autres cultures, comme le riz, ne se fait pas dans cette zone. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ça là, il faut être clair, je l'ai dit au début. Mais sans financement. Je n'ai pas dit sans financement. Il y a le financement. Quand ça se fait, comment ça se passe? Les statistiques ou l'accompagnement sont faits par la TDA de la zone. Ok. Et qui centralise, parce qu'il y a une coordination, pour donner maintenant des informations au pôle qui est concerné par cette filière. Si c'est le riz, par exemple, qui est à Malanville. Ok. Ça ne veut pas dire qu'ils vont quitter Malanville pour venir accompagner, j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est une coordination en termes d'action. Même le financement dont vous parlez, par exemple. Le FNDA travaille comment? Avec ces guichets, c'est au niveau de l'ATDA que les gens vont s'enregistrer. Donc si je vais au niveau de l'ATDA pour le 6 dans le plateau pour m'enregistrer pour le riz, en même temps, le FNDA prend ça en compte. Et l'accompagnement qui est fait pour ça, c'est l'organisation pour monter les dossiers. Et les gens ont eu déjà beaucoup d'accompagnement par rapport à ça. Alors, nous avons parlé de la filière palmier à huile. Je voudrais aussi qu'on parle du soja et de l'ananas. Le soja qui
a créé une polémique récemment dans le pays. Le gouvernement a interdit la sortie du soja. Les producteurs étaient avec le produit. On n'a pas compris pourquoi un producteur qui a mis sa souffrance, beaucoup d'énergie à produire le soja ne soit pas libre de vendre son produit au test qu'il aurait voulu. Ok, il faut que les gens comprennent quelque chose. Le libéralisme, au niveau de la production agricole, il faut que ça soit compris une fois de plus. C'est l'État qui définit les priorités et les stratégies. Et n'importe qui ne peut pas se lever pour dire que je vais aller vendre mon produit tel au Nigeria ou ailleurs, comme les gens disent qu'ils ont limité l'exportation. Il y a les normes en termes de production agricole. Et il y a les normes du point de vue exportation. Si je dois exporter un produit quittant le Bénin pour aller ailleurs, je dois passer par les normes, par le canal officiel. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les statistiques agricoles seront biaisées si ça ne se comptabilise pas au niveau du Bénin. Il y a d'abord ça. De deux, c'est l'État qui a la politique agricole. Nous produisons pour l'État, c'est ça? Oui, non, on produit. Nous remettons à l'État qui décide de vendre à qui il veut. Non, il faut que je finisse d'abord, vous allez comprendre peut-être davantage. Si l'État définit les politiques, l'État met les moyens qu'il faut pour accompagner, et les gens vont vendre ça ailleurs, vous voyez, ça pose déjà un problème. C'est pourquoi, si vous devez vendre ailleurs, il faut passer par le canal officiel, se comptabiliser, et on sait que vous avez fait l'exportation du point de vue officiel. Maintenant, du point de vue vente, si l'État dit que nous devons faire l'expérience de transformation à base, bon, en tout cas localement. Et on dit que vu les intrants, vu le coût, vu ça, voilà les prix que nous pouvons fixer par rapport au prix de cession. L'État a analysé tous les contours. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas rentable, parce que le prix n'est pas fixé en l'air. Mais les producteurs estiment que c'est trop bas. Les producteurs sont montés. Donc ceux qui parlent là sont montés. Combien vous pensez que des politiciens peuvent monter par exemple les grosses pierres qu'on a mis pour barricader? Vous pensez que quand ce qu'on propose ici est vraiment à la sueur du producteur resté dans le champ, qu'il va braver ces grosses barricades que les gens ont déposées avec ces lignes policières? Pour aller vendre ça ailleurs, ça peut vous dire. Justement, oui. Donc, les gens ont affronté l'impossible pour pouvoir vendre leur soja qu'ils ont eu sur leur labeur. Vous pensez qu'il faut accompagner cette désordre, c'est pas bien. Nous ne le disons pas, mais nous vous donnons l'occasion d'expliquer le bien fondé de cette mesure de d'abord que la première chose, l'exportation d'un produit agricole se fait dans les normes. Je ne peux pas, même si je suis à un pas du Nigeria, à un pas du Togo, que je peux traverser rapidement pour aller vendre. Ça va être deux choses, deux pertes. Il y a la perte à double sens pour le producteur, pour l'État. Il y a d'abord les statistiques agricoles qui sont faussées, parce qu'on va dire maintenant que normalement, on ne peut pas comptabiliser sa production. De deux, l'exportation se fait dans les normes pour pouvoir faire aussi rentabiliser l'État. Est-ce que les normes empêchent le producteur d'avoir ce qu'il lui faut pour se satisfaire pour son labeur? Parce que dans le cas du soja, par exemple, vous entendez les gens pleurer parce qu'en fait, ce que l'État propose pour envoyer les produits à la GDIZ ne ressemble à rien du point de vue de leur labeur et des prix qu'ils ont appliqués toute leur vie. Ce qui pleure plus, c'est les intermédiaires. Il faut comprendre. L'État a mis fin aux intermédiaires. Le produit que je peux acheter chez le producteur à 200, je peux venir vendre ça à 500, à 600, 1000 francs. C'est ça qu'il s'agit avant. Mais le producteur lui-même vend son produit. Aujourd'hui. Directement. Il vend directement son produit. Et il se plaint. Non, il va se plaindre par rapport à quoi? C'est les gens qui vont le monter pour qu'il se plaigne. Il se plaint. Il se plaint. Le producteur aujourd'hui, nous allons faire encore ensemble peut-être l'investigation sur le terrain. Et vous allez voir que les vrais producteurs vont vous dire la réalité. Donc si nous voulons transporter au niveau à l'échelle nationale pour avoir les valeurs ajoutées, c'est le pays qui gagne. La GIZ, là que vous voyez, GDIZ, a été appréciée. En octobre dernier, il y a une journée mondiale sur le coton, où j'ai été pour représenter le président de l'Assemblée nationale. Si vous voyez les différents pays, les situations qui étaient là, on prend la parole, ils ont dit que le Bénin est une référence en termes de la transformation locale des produits. Et les gens veulent copier l'expérience du Bénin pour ailleurs. Dans la sous-région, il n'y a pas encore. Dans la matière première fondamentale,
Mais ne pensez pas que c'est pour gruger les producteurs. Le prix est fixé en tenant compte de ce que le producteur a dépensé, du point de vue intrant, et pour amener son revenu. Donc, ce qui crie, c'est les intermédiaires. Comment on a réussi à réveiller la filière ananas? Parce qu'aujourd'hui, on en parle en termes d'exportation, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. On nous a dit qu'on a pénétré le marché chinois. Comment on a réussi à faire ça? Merci beaucoup. Je pense que vous avez aussi abordé une filière très importante. La zone de l'Atlantique, que vous savez, était une zone qui est très reconnue par rapport à ça jusqu'à maintenant. Effectivement, il y a la recherche du marché. Et également, il faut offrir au marché les préférences du marché. Si nous devons vendre tel produit sur un marché donné, il faut tenir compte des caractéristiques désirées par le marché. Je crois que c'est ça que le Bénin a fait. Et l'option d'exploitation de l'ananas. Vous avez vu, quand il y a des problèmes du point de vue qualité, le gouvernement n'a pas manqué de sanctionner. Parce médecin après la mort. Non, vous savez, le pouvoir, l'exécutif est là, mais il y a des accompagnateurs du point de vue organes, agences créées. Qui répondent. Oui, donc l'exécutif répond. Oui. Donc l'exécutif répond. Et s'il doit répondre. Mais s'il doit répondre, il faut effectivement que celui qui est le bras au personnel aussi réponde. Sinon, c'est un problème de qualité. Et c'est pourquoi on a créé la BCSA. L'agence béninoise pour la sécurité sanitaire. Il y a eu une panne de machine à la BCSA pour qu'on en arrive à la dernière situation avec l'ananas plein de sucre. Donc ça aussi, il faut pas sauter un seul fusil. Le SAB a pris les dispositions qu'il faut. Quand il y a des soucis, il doit être le premier à avertir. Il doit être le premier à annoncer. Maintenant, s'il y a ce produit qui est arrivé, il fallait dire, ce produit ne peut pas passer parce qu'il y avait telle chose qu'on n'a pas pu faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la qualité, le pain de sucre qu'on a parlé, c'est la variété la plus appréciée du monde aujourd'hui, comparativement à Caen Lys. C'est les deux qui sont produits au Bénin. Donc le pain de sucre qui est la variété la plus appréciée. Ok. Et si on doit faire l'exportation, il y a les normes. Parce que la durée du transport doit être prise en compte pour tenir compte de la maturité, du degré de maturité. Donc le produit à quel niveau, s'il doit faire 3 ou 7 jours, ou combien de jours au niveau du transport, ça doit être déjà comptabilisé. Et je pense que ces normes sont respectées par le Bénin. Et ça nous donne ce que nous avons, la personne que nous avons au niveau international. Et qu'est-ce que les producteurs de chez nous ici gagnent? Mais c'est les producteurs qui font la production. Ils sont d'abord accompagnés par le gouvernement, du point de vue intrant. Ils sont suivis, même le financement agricole aussi est fait. Et c'est eux qui vendent leurs produits. Donc, c'est eux qui gagnent. Ce sont les premiers acteurs bénéficiaires. On va évoluer dans cette émission. Nous avons suffisamment parlé du développement de ces filières. On parle aussi de la modernisation de l'agriculture. Où en sommes-nous véritablement? Oui, merci beaucoup. Je pense qu'à ce niveau, il y a ce que nous appelons la mécanisation agricole. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mécanisation. Je l'avais dit avant, il y avait la mécanisation. Mais ce qui se fait aujourd'hui, c'est au prix subventionné, jusqu'à 50% même par le gouvernement. Donc si une machine coûte 1 million, vous pouvez l'avoir à 500 000. Maintenant, si le producteur individu ne peut pas aussi l'avoir, il peut se mettre aussi en coopérative pour avoir ces machines. Et je pense que l'agence qui est la Sonama, la société qui est créée maintenant pour ça, fait son travail par rapport aux besoins, identifier les besoins et en même temps satisfaire la population. Pas plus tard qu'en novembre dernier, à Kétou, il y a les structures, les machines de transformation de manioc, de maïs et autres qui ont été mises à disposition des producteurs qui veulent être construits. Ils ont déjà eu le site. Ils vont construire ça dans la zone pour pouvoir faciliter l'accès pour l'utilisation de ces Avec produits. ces efforts qui sont déployés, quel est le niveau de pénétration de ces machines dans la vie de nos producteurs? Et aussi, est-ce qu'on s'assure que ces producteurs aient vraiment la technicité pour utiliser ces machines-là? Quand je prends un vieux qui a carrément, qui a même les moyens de s'offrir une machine, comment on s'assure que ce vieux puisse utiliser efficacement les machines? Il y a les mesures d'accompagnement. Quand la machine est commandée, il y a les accompagnements qui se font. Et c'est pourquoi je dis que la Sonama se rapproche plus maintenant de la population vers les communes ou les départements maintenant. Donc, ce qui veut dire quoi?
à ce niveau, l'accompagnement se fait au niveau du producteur pour l'amener à utiliser. Il a dit encore que le producteur individuel peut ne pas acheter ça pour une coopérative. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et les producteurs ne se plaignent pas du tout. Mais conduire ces machines, c'est pas conduire une moto. Je me dis qu'il faut... Tracteur. Est-ce qu'au niveau de la Sonama... aussi, ils sont suffisamment compétents pour... Parce que, vous savez, ce sont des machines dont les inaugurations passent dans les journaux télévisés, oui. Dont les remises se passent, et 3 mois après, ce n'est plus fonctionnel dans le champ. Non, ça dépend de ceux qui vous le disent. Revenons d'abord sur le cas de nos étudiants. Nous avons chez nous, à l'UNA, une école qu'on appelle école de génie rural. Ok. École de génie rural qui s'occupe de la mécanisation agricole. Donc les machines, les étudiants apprennent à conduire, même tous les domaines même, peuvent savoir conduire dans le tronc commun de licence déjà. Mais quand ceux qui sont au niveau de génie rural veulent continuer, ils vont apprendre même le montage de ces machines. La réparation, tout ça. Donc c'est eux qui sont même les ingénieurs dans ça. Et c'est les gens, quand ils finissent, c'est les gens qui sont en même temps pris en compte ou recrutés par la Sonama pour pouvoir accompagner, dont je disais, les producteurs. Donc le producteur peut conduire facilement ces machines. Parce que quand il rentre, on dit que c'est comme ça, il va faire, c'est comme ça, il va faire. Il le fait et ça continue. Maintenant, quand on dit les appareils sont gâtés, non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le socle, ce qu'on peut mettre pour traiter. Si je dois utiliser le semoir, si je dois semer, si je dois faire tel le labour, ce n'est pas le même type de machine que je dois traiter à ce qui est principal. Donc tout ça là se fait. Et ça, il y a une formation par rapport à ça. Donc celui qui va prendre peut-être une machine avec ce qui est traté pour une opération, il va faire pour une autre opération, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Donc sinon, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui reste à faire, que nous sommes en train de penser, que nous on a encore formulé, c'est par rapport au type de sol, les sols, les vertisseurs qu'on appelle ça, les sols qui sont lourds, qui ont de l'argile. Là, il faut encore aller plus loin pour avoir les outils adaptés à ce type de sol. L'objectif, c'est vraiment de passer de ces outils rudimentaires vers des outils assez modernes. Oui. Combien de producteurs sont véritablement touchés par cette transition-là? Oui, je pense qu'au niveau des chiffres, j'ai d'abord donné 50% par rapport à l'achat sur la subvention. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs au niveau des structures de la TDA qui ont des chiffres par rapport à ça. Parce que c'est eux qui reçoivent la commande et qui transmettent. Et je pense que quand je prends même la zone de Kétou-Pobé, et même pratiquement les producteurs ils utilisent ces machines à près de 70%. C'est parce que ça facilite les opérations. 70%. 70% des producteurs. Ça facilite les opérations. Si je dis utilise, ça peut ne pas être pour lui. Ça peut être en coopérative. Vous pouvez faire demander aussi à louer. Parce que encore dans le nord où les espèces sont vraiment énormes à emblaver, la méthode rudimentaire ou manuelle ne peut pas nous permettre d'avoir notre agriculture durable. Surtout quand on veut faire de l'agriculture intensive. On veut intensifier l'agriculture, on veut produire en quantité. Il faut aller vers ces normes. Alors, nous sommes allés encore par rapport au drone. En tout cas, au niveau de l'université, c'est notre rôle pour l'instant. Et on va travailler en même moment avec la Sonama qui est aussi déjà... J'allais même vous demander, parce que quand on parle de la modernisation de l'agriculture, on voit mécanisation agricole, ce n'est pas que ça. C'est ça. Oui. On ne parle pas seulement que des machines. L'expérience de drone que nous avons reçue au niveau des Brésiliens, on peut même fertiliser, on peut même pulvériser les pesticides avec. Est-ce que vous comprenez? Et c'est sur beaucoup d'États. Mais ce n'est pas encore expérimenté. Ce n'est pas encore expérimenté au Bénin. Et je pense qu'on va vers là-bas pour aller plus loin. Nous avons encore 5 minutes dans cette émission. On va parler appui financier et technique aux producteurs. Vous parliez du FNDA. C'est pour les riches, les moyens ou c'est pour mes parents de... Avant d'aller au niveau de FNDA, il y avait un aspect important de réforme. La gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Vous vous rappelez que chaque année, c'est des morts, c'est des problèmes. Ça n'a pas cessé, non? Ça a beaucoup cessé. Et beaucoup réduit même. Parce que l'État a mis en place des dispositifs. Il y a d'abord la création du Haut Commissariat à la sédentarisation. Il y a également le projet POSSER, le projet de sédentarisation des ruminants, qui est mis dans toutes les communes.
ça nécessite maintenant d'avoir des espaces pour les aires de pâturage, pour que les couloirs soient bien déterminés. Il y a également des dispositions qui sont prises avec les décrets récents par rapport à la gestion de la transhumance, où la transhumance transfrontalière a été interdite. Et au niveau de 2 communes, il faut qu'il y ait un accord et visé ou certifié par le préfet. Ce qui veut dire que la commune qui veut que, la commune A qui veut que le troupeau quitte pour aller là-bas, dans une commune B, doit saisir la commune B. La commune B doit donner l'accord favorable à ça. Et c'est cet accord favorable qui doit être certifié par le préfet. Ouais, c'est une manière de dire que c'est interdit indirectement. Il faut que chaque commune puisse prendre des dispositions pour pouvoir mieux gérer. L'impact n'est-il pas encore minime jusque-là? Ah, mais ça fait qu'il y a un peu de conflit entre les autorités des communes de Zanando et de Dassa, vous vous rappelez, où les troupeaux ont quitté Zanando pour aller à Dassa, où c'est l'inverse. C'est l'inverse de Dassa pour venir à Zanando. Et le maire a traduit l'autre en justice, le deuxième adjoint au maire de Dassa qui était traduit en justice en temps. Parce qu'il n'a pas respecté ces formalités. C'est pour dire d'abord, c'est d'abord nous-mêmes. Si on arrive à respecter les clauses ou les normes réglementaires, je pense que le reste va suivre. On va donner le temps au temps pour voir l'efficacité du processus. En tout cas, sous le temps, c'est efficace. Oui. C'est nous qui vivons ça au niveau de là-bas. Je parle en tant que premier agent au maire par rapport à ça. Parce que ce que nous gérons chaque année, pour ça, c'est pas facile. En tant que journaliste, je constate aussi qu'il y a des cas qui continuent de... Oui, je ne veux pas dire que c'est déjà zéro, mais vous pouvez reconnaître qu'il y a beaucoup d'améliorations. Et cette disposition permet de limiter les conflits. Et on va vers zéro. On va vers le risque zéro. L'appui financier. L'appui financier. J'ai déjà dit qu'il y a d'abord le FNDA qui a été revu et structuré dans les réformes. Et il y a des guichets par rapport à ça. Et le dispositif est fait qu'il y a une collaboration entre la TDA et le FNDA et la TDA pour que les bénéficiaires arrivent à s'enregistrer au niveau des guichets. Et l'accompagnement se fait. Chaque année, l'équipe de FNDA et la TDA descend sur le terrain. Nous avons reçu dans la commune de Pobet et on a mobilisé les acteurs. Et ils ont expliqué de guichet par guichet comment ça se fait. Et l'accompagnement qui doit se faire. Parce que les coopératives également qui pourraient avoir ça. Du point de vue coopératif, et je pense que récemment, il y a près de 37 projets qui ont été déjà financés. Vous avez suivi ça. Avec près de 845 millions. Et il y a encore d'autres, plus d'une quarantaine. On a le sentiment que c'est pour les gros producteurs. Non. Enfin, oui, le micro, vous avez suivi même le ministre Kékou. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat agricole. Oui. Pour des jeunes, même à l'université. Sortis de vos universités. Voilà. Est-ce que ces jeunes-là sont pris en compte? Ils sont pris en compte. On les dit de se formaliser à travers la DDAP pour que le financement puisse les servir. C'est sérieux même. C'est les jeunes entrepreneurs agricoles qui sont concernés. Mais et les micros, on dit les micros, les PME, les petites et moyennes entreprises. Arrivent à la... Ce sont les mêmes parents de tout âge. L'accompagnement, vous pouvez dire qu'il y a de lenteur, parce que nous-mêmes on a reconnu ça, qu'il y a un peu de lenteur dans le dispositif du point de vue procédural. Et je pense que ce que nous avons fait comme recommandation... Il y a encore le lien avec les SFD des milieux... Est-ce que ce n'est pas assez lourd et assez sélectif c'est les SFD pour financer un pays qui veut une grande agriculture? C'est les SFD du milieu qui doivent accompagner ceux qui sont proches. Donc, quand le financement est déjà connu, on met à disposition des SFD, c'est eux qui vont faire. Et le suivi sera fait avec la TDA de la base, avec la DDAP. Je pense que le dispositif est clair et simple. Mais les gens sont aussi réticents parce qu'il faut monter les dossiers. Et monter bancal. C'est pourquoi il dit le dossier bancable. C'est pourquoi il disait que nous avons formé des recommandations pour que ce dispositif soit un peu encore amélioré. Sinon, c'est quand même de bons projets. Alors, en résumé, récemment, le chef de l'État, dans une déclaration, formulait un souhait de voir dans le secteur agricole des producteurs, n'est-ce pas, qui vont finir par s'enrichir grâce à leur travail, un peu comme le Brésil, aux États-Unis, où on peut compter parmi les milliardaires des gens qui sont dans le secteur agricole. Est-ce qu'on va y arriver? Nous sommes déjà sur le chemin et je pense que la dynamique continue. Vous êtes un producteur, vous n'êtes pas encore... Moi-même, je suis en tant qu'agronome, j'ai quand même mon champ, j'ai ma ferme. Ils sont pas milliardaires. Non, je ne suis pas milliardaire. Ce qui est important, c'est l'organisation. Quand il y a l'organisation, il y a l'accompagnement. Le producteur n'arrivait pas, le producteur Islanda, n'arrivait pas à toute la comptabilité. Mais avec les normes aujourd'hui, il peut dire pour telle chose, j'ai investi tel, si je vends à tel. Mais si le producteur veut brader, lui veut l'argent cash,
il ne peut pas se préoccuper. Parce qu'il y a des besoins insatisfaits. Mais quand c'est comme ça, on ne peut pas arriver. Allez, c'est pourquoi il faut aller encore très loin. Balogun Ibrahima, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot pour le monde agricole? Vraiment, je ne savais pas que le temps était déjà ça passe très vite. Ça. Sinon, nous avons encore beaucoup d'éléments. Que vous voyez, même si on prend un mois pour parler de cette émission, il doit toujours dire. Je pense que le peuple béninois doit toujours avoir espoir que la dynamique qui a commencé doit se poursuivre et qu'il faut soutenir le chef de l'État. Il faut accompagner son gouvernement pour que le Bénin puisse donner un exemple comme il a commencé. On est à travers la GDZ. Et justement, par rapport à ça, avec la transformation des matières premières, il y a un défi de production maintenant. Oui. Parce qu'avec les industries, il faut mettre les matières premières à disposition. Est-ce que les acteurs sont vraiment mobilisés pour produire davantage? Il y a l'implication des acteurs. Et je pense que c'est ça. C'est pourquoi il faut nous aider à finir avec l'intoxication. Où les gens pensent que le producteur ne doit pas aller céder, aller vendre ses produits. Tout ça, là, ça ne fait pas avancer le pays. Donc j'invite tout le monde. Même si l'opposition doit faire des critiques, elle n'a qu'à faire des critiques constructives pour faire avancer le pays. En tout cas, nous sommes sur une bonne voie. Et grâce à Dieu, grâce à vous tous, on va y arriver. Merci à vous, William Cliquant. Une gouvernance de Patrice Talon dans le secteur agricole. Quel résultat? C'était la feuille de route de nos échanges avec Dr Ibrahima Balogun. Il est à multiples casquettes dans ce secteur. Retenez de nos échanges qu'on est sur la bonne voie quand on s'en tient à ces mots. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.